et qui, après plusieurs mois, plus de 3 mois, ont encore des séquelles. C'est-à-dire, ils ont encore des signaux qui persistent. Donc, tout à l'heure, l'expert en dira plus. Voilà. Qui nous a rejoint? Bon, Babacar Ndiaye. Docteur Babacar. OK. Toko Siro, vous avez ouvert votre caméra. Je vous avais donné la parole, si c'est possible. Attendez qu'on va vous aider. Voilà. Voilà. On vous aide, on vous aide. Parce que c'est pas facile de. Voilà. On vous demande de réactiver votre son. Regardez vers le bas. Quand c'est le téléphone, là, c'est par le bas. Allô, allô, Oui, allô. Babacar Ndiaye, oui, bonjour à vous. Oui, bonjour, salut les panélistes et participants. Voilà, on Oui, a des problèmes de connexion là avec le temps là. c'est Voilà, c'est ça. Babacar Ndiaye. Je suis Bon, attesté en gestion pharmaceutique, économiste au C'est bon, niveau de c'est l'Afrique de ouvert, ne l'Ouest. touchez rien, Mais c'est en même ouvert. Tout à temps, l'heure, je vous donne la parole. Excusez-moi, Babacar, allez-y. oui, je suis aussi économiste en Afrique de l'Ouest, acteur Mhm. économique et aussi expert de la société de développement. OK. Voilà, c'est pourquoi je participe à vos côtés sur des questions aussi importantes. Parce que Mhm. nous aussi, en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de défis à relever. C'est Voilà, ça. je suis expert de la société de développement et de Mhm. l'éducation. Voilà, je vous OK. remercie. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation. Voilà. Monsieur Yeo, allez-y, votre caméra, votre micro est ouvert, allez-y. d'accord. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Monsieur Yeo Sedou, Mhm. infirmier spécialiste ORL. OK. Je suis à l'hôpital général Sikensi. OK. Merci beaucoup Oui, de votre participation. Pas facile hein, de retrouver les merci. micros lorsqu'on est sur le téléphone portable. Vraiment. D'accord. D'accord, il Donc, n'y a pas de problème. OK. OK. Hmm. On va le couper pour vous. On va vous aider en coupant votre micro. Voilà. C'est bon. Voilà. Yapo Guillaume, bonjour. Ça fait un moment. Présentez-vous. Excusez-moi. Yapo Guillaume, votre micro, il n'est pas ouvert. D'accord. On va y aller. Totem. Totem. Prenez Totem. Je ne sais pas si je prononce bien. Bonjour à vous. Pouvez vous présenter? Prenez Oui. Totem. Bonjour madame, Bonjour. Oui. je suis Koné Dotin, je suis Ah, assistant, c'est Totem. c'est D'accord. ça, Autant pour moi. Dotin, merci. Je suis assistant technique suivi évaluation sur un Mhm. projet qu'on appelle Momentum avec JPIGO Côte d'Ivoire. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dipaigo, Et merci de votre beaucoup. présence. Merci Bakra. OK, on continue. D'accord. Donc, on va partager. Moi, c'est Dr. Kwasi pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Je suis au niveau du Super Hub de l'UNSP du Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je suis chargée de modérer cette séance. Je ne suis pas seule. Tout à l'heure, il y a le président du comité scientifique de ce programme de formation qui s'est présenté, qui est en la personne de professeur Kra Oufoué, qui est le vice-doyen de l'université de Félix, non, Alassane Ouattara de Bouaké, et qui est le chef de service maladies infectieuses au CHU de Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui est le président du comité scientifique. Et voilà, il y a d'autres, docteur V qui est là, qui va également se présenter. Merci, docteur Kwasi. Je suis docteur Vetano Annick. Je suis médecin de santé publique et je suis membre du Super Hub. Bonne session à tous.
Merci, docteur V. Merci, docteur V. Merci. Bonsoir à tous, je suis Ulrich Lubali, chargé de projet du Super Hub et IT de la session. Bonne session à tous. Ok, merci beaucoup. Donc, tu peux nous faire le partage de l'agenda. On va rapidement lire les consignes. Comme je le disais, nous sommes à la 18e session de notre programme de formation sur le long COVID. Voilà, nous avons commencé depuis le février 2025 pour cette année. Et donc, aujourd'hui, nous avons une session spéciale où il n'y aura pas de présentation de cas. On va donner 30 minutes de présentation didactique à notre experte qui vient de Madagascar, qui va aborder le thème sur le traitement COVID long, les bonnes pratiques pour l'utilisation des antibiotiques. Voilà, après sa présentation, nous allons échanger et puis nous allons terminer par le sondage. Mais avant sa présentation, on va quand même laisser la parole à 2 ou 3 personnes pour nous dire un peu quelque chose sur les antibiotiques qu'ils utilisent dans le cadre de la prise en charge du COVID-19 dans leur pays. Nous en dit un peu quelque chose dans 2-3 minutes. Et puis après, on va laisser la latitude à notre experte de pouvoir faire sa présentation didactique. Diapo pour les consignes. Donc, comme toujours, nous sommes habitués maintenant. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Vous pouvez laisser votre caméra ouverte lorsque vous êtes en train de parler. Si vous n'avez pas de bonne connexion, vous pouvez couper votre caméra, il n'y a pas de souci. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux, ce qui n'est pas le cas chez moi en ce moment parce que je suis dans une autre réunion, excusez-moi. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Voilà. Lorsque vous voulez intervenir, il faut lever la main comme ça ou bien utiliser l'icône en dessous de votre ordinateur avec l'icône Zoom. On ne divulgue pas d'informations de santé ou d'informations personnelles puisque nous sommes à une session éco. Vraiment, la confidentialité doit être de mise. C'est très important. Autre action, il s'agit d'échanger avec les IT dans le chat. Si vous avez des problèmes, si vous n'entendez pas, il faut échanger avec le IT dans le chat. Il faut également vous présenter dans le chat si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire oralement. Juste vous dire que nous allons mettre à votre disposition la présentation et c'est sur la plateforme IECO. Donc, on vous encourage à vous inscrire sur cette plateforme. Et cette session, elle est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Merci beaucoup. Ensuite, c'est un programme de formation où nous délivrons des certificats, 2 types de certificats, une attestation de participation, c'est-à-dire après la session, on vous envoie un lien de feedback. Si vous participez à cette évaluation, le lendemain, on vous envoie votre attestation de session. Ensuite, il y a le certificat de participation qui sera donné à ceux qui ont participé à au moins 75% des sessions de ce programme. Nous avons 20 sessions. Nous avons prévu 20 sessions. Nous sommes à notre 18e session. Voilà. Donc, ces personnes-là, on va vous envoyer votre certificat de participation au programme. Nous sommes dans la mise en œuvre d'un projet. Comme tout projet, nous utilisons les données de participation, vos commentaires, le retour de vos sondages pour pouvoir faire des enquêtes, pour pouvoir faire des rapports et s'appuyer sur ces données-là pour pouvoir améliorer notre programme de formation. Donc, chers membres de la communauté, voici rappeler rapidement les consignes pour la bonne conduite d'une session éco en ligne. Donc, on va donc commencer. On va donner la parole à 2 ou 3 personnes d'abord pour nous dire quelque chose par rapport à l'utilisation des antibiotiques dans votre pays.
Et puis, après cela, on va laisser la place à notre expert pour faire sa présentation. Donc, je vais commencer par mon Omo. Voilà. Omo, qu'est-ce qui est fait dans votre pays par rapport aux antibiotiques dans le cas du traitement de COVID-19? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ou partager votre expérience? Mon Omo, le Cameroun va parler. Après, le Cameroun va parler. Omo, ça, c'est le Oui, Camerounais. Voilà, allez-y. vous dites qu'est-ce qui est... Qu'est-ce J'ai que pas vous bien savez, écouté. voilà, quels sont les antibiotiques que vous avez utilisés dans le cadre de la prise en charge de la COVID-19 chez vous, dans votre pays? OK. Euh, Au Cameroun, bon, la COVID ne m'a pas trouvée ici. J'étais au Mali, en fait. D'accord. Donc, dites-nous pour le Mali alors, puisque vous étiez là-bas, qu'est-ce qui a été fait? Oui, pendant la COVID, il y avait un protocole qui est mis en place pour les patients qui comprenait l'azithromycine, je pense bien, le ZA, il y avait encore quoi? L'azithro, je perds un peu la tête. Non, non, c'est bon, ça. Ne perdez pas la tête. L'azithromycine, le Oui. ZA, le, le para pour les cas de symptomatiques, s'il y a fièvre et autres, le paracétamol et les mesures d'hygiène, je pense bien, si je me D'accord. rappelle encore de... Oui. OK. Désolée, docteur. D'accord, mais c'est bon déjà, c'est déjà très bon. Voilà. Donc, Ok, on a un peu merci. l'expérience du Mali. Merci à vous. On peut envoyer des signaux, hein? Voilà, à mon homo pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait nous dire, en dire quelque chose par rapport au traitement qui était fait dans leur pays? Marc, voilà, allez-y, Marc. Merci beaucoup. Je tiens d'ailleurs à féliciter le prédécesseur, celui qui a parlé du traitement au Mali. C'est quand même Mhm, intéressant parce que je trouve mhm, une petite corrélation, une similitude avec la RDC. En RDC, on utilisait l'azithromycine également à mhm, 500 mg, à dosage 500 mg, 500 mg par jour pendant 5 jours. Voilà. Également, on utilisait un antipaludin à prendre pendant 3 jours. L'artéméter, lumefantrine, ou bien un autre à base d'équinine, beaucoup plus à base d'équinine. Et c'était les deux antimicrobiens qu'on utilisait, mais également on utilisait la vitamine C, le zinc, comme l'a dit également, mais aussi on utilisait, voilà, pour le traitement symptomatique, deux fois le paracétamol, c'est la fièvre. euh, C'était souvent les deux antimicrobiens qu'on utilisait, en fait, que j'ai d'accord. cité ci haut. Mhm, Ça, c'est s'il n'y a pas comorbidité. S'il y a comorbidité, là, on jubilait d'abord on essayait de stabiliser le patient. Si c'est en hypertension, on stabilise. Si c'est en diabétique, on essaie de stabiliser la glycémie. Donc, c'était ça. Ça, c'était pour le patient sans comorbidité, mais ça répondait mieux. Ça répondait mieux, oui. Donc, mhm, c'est d'accord. RDC. Merci beaucoup, la RDC. Donc, on voit que la ZITO revient, hein, dans les deux pays. Est-ce qu'il y a un autre pays qui souhaiterait dire quelque chose de nouveau, de plus, en plus de ce qui a été Moi déjà aussi, dit? j'aimerais parler. Allez-y. Quel pays? Ah. C'est toujours la RDC. J'aimerais compléter notre OK, collègue qui est passé tout d'accord, à l'heure. allez-y. En fait, pour ce qui est du traitement de la COVID-19, comme vous le savez, nous avons plusieurs stades, hein. Alors, le traitement était conditionné selon les stades. Et pour ce qui est du stade Bénin, comme il a précisé tout à l'heure, il y avait l'azithromycine comme, nous dirons, un traitement pas spécifique, mais un traitement qui a été mis en place selon les protocoles. Et pour ce qui est de la symptomatique du malade, nous prenons en charge les signes présentés. Si c'est de la fièvre, nous donnons un antipyrétique. S'il a la toux, nous donnons un antitussif.
Et si il y a haute douleur, il s'agissait de mettre un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ça dépend de la douleur. Et si c'était un état avancé, donc un stade modéré, nous donnions également le même traitement, mais seulement les dosages étaient dynamiques, hein, selon ce qu'il présentait et selon les bilans sanguins qui a été réalisé. Voilà. Mais D'accord. sinon, par rapport à au stade modéré, nous associons un autre antibiotique qui est le C3G. Ok. Les ceftriaxone en injectable si le malade ne pouvait pas prendre ça par voie orale. Mais par voie orale, nous mettons le cefixime, 200 mg selon le poids. Et à défaut, lorsque la personne est pesée plus de 80 kg, nous les mettons à 400 mg. Pour le stade sévère, automatiquement, nous mettons tout ce qui est médicaments par voie parentérale, les mêmes produits, mais par voie parentérale. À cela, nous associons les héparines à bas poids moléculaire, comme les Lovenox pour notre pays, mais aussi nous associons tout type de traitement en rapport avec les comorbidités, comme les collègues l'ont souligné tout à l'heure. Un antipaludéen était associé lorsqu'il y avait suspicion d'un palu, mais il y a également un schéma qui a été mis en compte en association avec toutes ces pathologies que nous appelons co-infection, également comorbidité. Donc, par rapport au HIV, nous maintenons les traitements du HIV. Par rapport à l'hypertension, nous mettons en place un traitement d'hypertendu, diabète et consorts, ainsi que pour les drépanocytaires, tout et tout. Mais il y a des précautions que nous prenions, par exemple, pour des drépanocytaires pour éviter des complications liées au foie. Donc, il y avait un dosage à respecter par rapport au paracétamol. Je vous remercie. Nous pouvons même partager les protocoles au docteur. D'accord. Merci beaucoup. On envoie C'est des docteur stylos. Jess. Voilà, pour le Cameroun. Merci beaucoup. Donc, docteur Volatina, voilà quelques traitements, d'expérience par rapport au traitement de la COVID-19. Donc, je vais vous laisser la place pour la suite. Oui, merci beaucoup, docteur Kwasi. Et, tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe pour l'organisation de nous avoir choisi comme On ne vous experts. entend pas bien. Vous pouvez couper votre caméra. On sait que vous avez des soucis de connexion. Vous pouvez fermer votre caméra, voilà. Comme ça, on va mieux vous entendre. Là, vous m'entendez ou pas? Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe d'organisation au nom On de... ne vous entend plus. Oh, oh. Là, vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y, on va voir. Allez-y. Allô? Oui. Allô? Oui, allez-y. Oui. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe pour l'organisation et aussi de nous avoir choisis comme experts aujourd'hui à cette session COVID long et les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques. Et merci aussi à tous les intervenants qui ont évoqué leurs recommandations, leurs protocoles tout à l'heure. Nous allons voir avec cette présentation qu'en est-il des recommandations scientifiques vis-à-vis de ces protocoles qui ont été établis presque dans tous les pays d'Afrique. Et je tiens à saluer tous les maîtres, nos maîtres qui sont présents à cette session, les infectiologues, les praticiens hospitaliers, et, tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, qui sont présents à cette session. Donc, je vous remercie de votre participation active. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ma présentation concernant COVID long, les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques.
diapo. Donc, au cours de cette présentation, nous allons parler quelques mots d'introduction tout d'abord concernant le Covid long et les facteurs favorisant la résistance aux antimicrobiens qui ont été émanés de cette pandémie parce que nous avons utilisé beaucoup d'antibiotiques au cours de cette pandémie. Et ensuite, les recommandations à la bonne pratique d'utilisation de ces antimicrobiens et enfin, la conclusion. Diapo. Donc, selon l'OMS, on sait tous que la définition de COVID long, c'est la persistance des symptômes au-delà de 3 mois d'évolution. Et donc, l'affection COVID long, généralement, en fait, dans les 3 mois suivant la COVID-19, proprement dit, et dure au moins 2 mois. Et cette affection peut avoir des répercussions sur la capacité d'une personne à mener à bien ses activités quotidiennes, par exemple, travailler, s'acquitter à des tâches ménagères et même ça a un impact sur la restriction de sa participation dans les activités sociales. Donc, oui, diapo. Donc, il faut savoir aussi que ces symptômes peuvent disparaître dans 4 à 9 mois et même au-delà de 12 mois. Il faut rappeler que nous avons des formes de COVID. Je crois qu'un des intervenants tout à l'heure a évoqué cette forme clinique, ces formes cliniques de COVID-19. Il y a la forme asymptomatique et la forme légère, la forme grave. Et en fait, tout ça cadre dans ce qu'on appelle la phase aiguë tout au début. Il y a donc cette phase aiguë où la charge virale va augmenter, la charge virale du COVID-19 va augmenter et après, cette charge virale va diminuer. Cette diminution va marquer donc la phase aiguë et va être le début de la phase post-aiguë. Et en moyenne, selon les études, en fait, environ 3 à 5 semaines, la charge virale continue à augmenter et au bout de 5 semaines, ça va diminuer. Donc, vous voyez avec ce schéma, cette diapositive, vous voyez qu'il y a une cinétique. Il y a la cinétique des anticorps, il y a la cinétique de la charge virale également. Vous voyez que ça, après l'exposition du patient, il y a la phase d'incubation tout d'abord, et ensuite, il y a la phase aiguë que nous avons expliquée tout à l'heure, qui va durer jusqu'à 5 semaines. Et vous voyez que en bleu, il y a la charge virale qui augmente et atteint son pic au bout de 3 semaines. Au bout de 2 à 3 semaines, ça va atteindre le pic. Ça continue à augmenter, et cette phase d'augmentation va correspondre à la phase clinique où il y a les symptomatologies cliniques. Et après son pic, ça va diminuer petit à petit et jusqu'à ce que ce soit indétectable au bout de 5 semaines. Et vous voyez qu'à partir de 5 semaines, la charge virale va diminuer et il y aura l'ascension des anticorps qui va marquer donc la phase post-aiguë. Ceci dit qu'au cours du Covid long, la charge virale de la Covid-19 va diminuer. Il n'y aura pas de charge virale et quitte cette charge virale
et atteint la valeur minimale, hein, il n'y a pas de charge virale au cours de COVID longue. Ceci dit, les symptômes liés au COVID long ne relèvent pas des symptômes liés au virus. C'est vraiment les complications multiviscérales dues à l'état inflammatoire qui va suivre la phase aiguë. Donc, il y a une persistance de l'état inflammatoire qui va engendrer, vous voyez avec ce schéma-là, il y a les complications multiviscérales, complications respiratoires, myocardite, cardiopulmonaire, au niveau des reins, au niveau métabolique et surtout au niveau neurologique avec les troubles cognitifs. Et donc, tout ça, en fait, c'est lié à l'état inflammatoire, mais non pas à une persistance du virus. Diapo. Donc, si on regarde l'utilisation des antibiotiques au cours de la COVID-19, il y a des études qui ont été décrites dans la littérature. En fait, la plupart des temps, il n'y a pas de co-infection bactérienne. Ça a été décrit que cette prévalence de co-infection bactérienne est très variable. Il ne faut pas toujours penser qu'il y aura toujours une co-infection bactérienne parce que la prévalence de la co-infection bactérienne est très variable. Ici même, le premier point, ça varie de 0 à 15% des symptômes. Ensuite, il y a aussi ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'il y a des études qui ont quand même élaboré que il y a une co-infection bactérienne et même des bactéries multirésistantes peuvent être responsables de cette co-infection bactérienne. Et ça a été démontré à des méta-analyses sur 25 études. Vous voyez que cette prévalence combinée de la co-infection bactérienne par des organismes résistants peuvent aller jusqu'à 24%. Mais aussi, il faut savoir que la co-infection bactérienne peut être due à des germes sensibles et peut même ne pas on peut ne pas avoir une co-infection bactérienne dans 0 à 15%. Donc, c'est très, très variable en fait. Là, j'ai cité les bactéries responsables de la co-infection bactérienne s'il s'agit des MDR, c'est-à-dire des bactéries multirésistantes, mais il y a aussi d'autres bactéries qui ont été évoquées, qui ont été décrites dans la littérature. À part les bactéries multirésistantes, il y a les autres bactéries telles que les germatypiques, les entérobactéries, les streptocoques. Donc, c'est très variable pour vous dire que la co-infection bactérienne est très variable selon les patients. Il ne faut pas toujours donc, penser que la co-infection bactérienne est systématique. Il faut penser, évaluer selon l'état du patient et ces bactéries peuvent s'agir, peuvent être des bactéries sensibles, mais aussi peuvent être des bactéries multirésistantes. Diapo. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des facteurs favorisant la résistance aux antimicrobiens qui ont été évoqués donc, durant cette pandémie de COVID-19. Et d'ailleurs, tout le monde a prescrit les macrolides, c'est-à-dire l'azithromycine, en première intention. Mais il faut évaluer tout d'abord, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut tout d'abord évaluer avant toute prescription d'antibiotiques
Et d'ailleurs, voici les facteurs qui favorisent cette résistance aux antimicrobiennes qui ont été décrits au cours de cette pandémie. On avait l'usage abusif des antibiotiques, ensuite la gravité de l'état des patients, donc qui fait que les médecins ont peur, surtout les médecins préfèrent pécher par excès, comme on dit, compte tenu de la gravité de l'état des patients, c'est-à-dire le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est la forme grave de la COVID-19. Et parfois, il y a une mauvaise observance parce que au cours de cette COVID-19, nous avons distribué des azithromycines. Il y en a qui utilisent l'azithromycine comme prévention même de cette infection. Et il y en a qui prennent des azithromycines ou d'autres antibiotiques pour une durée, une journée, 2 jours, pour une durée trop courte ou même parfois au-delà des recommandations. Et aussi le diagnostic non confirmé d'une infection bactérienne. Parce que la plupart des temps, on pense qu'il y a toujours une co-infection bactérienne compte tenu de la fréquence des toux, par exemple, ou le fait que le patient est très fatigué, présente une asthénie. On pense qu'il y a une infection bactérienne non confirmée, sans documentation, et on prescrit des antibiotiques. Donc, on a surtout noté qu'il y a une utilisation inadéquate d'antibiotiques au cours de la pandémie. Diapo. Il y a d'autres facteurs également, hein, à part cette utilisation abusive. Hein, il y a les mesures de prévention et contrôle de l'infection non adéquates qui font que ça favorise, ça augmente la dissémination de la résistance aux antimicrobiens. La promiscuité des patients hospitalisés, qu'on observe le plus souvent dans les services hospitaliers dans les pays à faible revenu. L'insuffisance de personnel, l'insuffisance de personnel qui fait que on n'a pas assez de personnel et parfois il n'y a pas d'évaluation comme il se doit, il n'y a pas de recommandations. On ne respecte pas les recommandations parce qu'il y a très peu de personnel. C'est comme si on a hâte à ce que le travail soit fait et voilà, il n'y a pas d'évaluation comme il se doit. L'absence de programme de bon usage des antibiotiques au cours de cette pandémie, la pandémie a fait que tout le monde s'est concentré sur la pandémie et il n'y avait pas d'attention sur d'autres programmes comme la résistance aux antimicrobiens. On a vu ça. Il n'y a pas d'attention également sur les autres programmes de lutte comme le paludisme, le VIH, la tuberculose. On a vu que tous ces programmes ont été défaillants au cours de cette pandémie. Et surtout l'absence de loi et de réglementation à la vente des antibiotiques. Ceci également a été un des facteurs favorisant la rame qui a été observée donc, au cours de cette pandémie. Diapo. Donc, ceci étant, nous allons expliquer et décrire les recommandations de bonnes pratiques à l'utilisation des antimicrobiens. Donc, je me suis basée sur cette étude qui a été publiée parce que il y a un guideline. Les guidelines ne sont pas encore généralisés. Il y a ce guideline qui a été décrit dans la littérature. Et en fait, ça s'est basé sur des études qui ont été publiées sur le Covid long et la prise en charge de Covid.
Diapo. Donc, il y a différentes recommandations qui ont été émanées de ce guideline. En fait, les recommandations établissent que il est recommandé d'utiliser de manière restrictive les antibiotiques chez les patients atteints fortement susceptibles de COVID-19. Ensuite, l'utilisation restrictive de ces antibiotiques peut être faite pour les patients atteints de COVID-19 qui présentent des résultats radiologiques et ou des marqueurs inflammatoires compatibles avec une co-infection bactérienne. Donc, ça revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que toute prescription d'antibiotiques doit se baser sur l'existence de cette co-infection bactérienne. Diapo. Et il a été recommandé d'obtenir, c'est-à-dire de faire des prélèvements, des échantillons d'expectoration ou d'hémoculture, ainsi que de tests de dépistage de l'antigène pneumococcus urinaire pour identifier le Legionella pneumophila afin de commencer un traitement antibiotique empirique chez les patients présentant de COVID-19, confirmé ou probable. Donc, c'est-à-dire, il est toujours recommandé de s'appuyer sur des documentations bactériologiques avant de mettre le patient sous antibiotique. Ensuite, en cas de suspicion de co-infection bactérienne, il n'y a pas de traitement antibiotique empirique couvrant les pathogènes atypiques chez les patients chez lesquels la COVID-19 a été confirmée ou est très, très probable l'hospitaliser. Donc, il n'est pas recommandé d'emblée d'utiliser des antibiotiques qui couvrent les pathogènes atypiques, c'est-à-dire les macrolides qui couvrent les germes atypiques d'emblée. Donc, il faut toujours passer par une escalade thérapeutique. Commencer par l'utilisation des bêta-lactamines avant de passer sur les macrolides. Diapo. Ensuite, le test de détection de l'antigène urinaire de Legionella doit être effectué. Et donc, il faut compléter donc, les examens bactériologiques parce que, à part la radio, à part le CRP, il est conseillé même, il est recommandé de faire la détection de l'antigène urinaire de Legionella conformément aux directives locales et ou nationales relatives à la pneumonie communautaire. Donc, peut-être pour certains pays, ça n'existe pas encore, cette détection de Legionella d'antigène urinaire, mais il faut être conforme aux directives locales et nationales aussi. Il faut suivre le guide de prescription des antibiotiques relatifs à une pneumonie communautaire avant de mettre le patient sous antibiotiques. Ensuite, les schémas antibiotiques empiriques en cas de suspicion de co-infection bactérienne dépendent de la gravité de la maladie. Donc, si on a un patient qui présente des symptômes graves, là, c'est vrai qu'on peut on peut administrer des antibiotiques par traitement empirique. Mais il faut que le traitement antibiotique doit être conforme aux directives locales et ou nationales qui existent dans le pays. Ensuite, et pour les patients répondant aux critères de pneumonie communautaire légère à modérée, nous recommandons de suivre les recommandations des directives locales et ou nationales
relatives au traitement antibactérien de la pneumonie communautaire. Ensuite, suivre les recommandations des directives locales et ou nationales sur le traitement antibiotique pour les patients atteints de COVID-19 et présentant une suspicion d'infection bactérienne secondaire. Diapo. Ensuite, il faut arrêter les antibiotiques lorsque, après avoir eu les résultats des examens bactériologiques et les tests de détection de l'antigène urinaire, si ces tests sont revenus négatifs, il faut arrêter les antibiotiques avant le début de traitement antibiotique empirique chez les patients donc avérés, hautement probable, ne montrent aucun pathogène bactérien après 48 heures d'incubation. Donc, ceci dit, si ces examens, documentation bactériologique sont revenus négatifs, il faut arrêter les antibiotiques. Et en ce qui concerne la durée de ces antibiotiques, actuellement, la Société de pathologie infectieuse en langue française a déjà décrit et établi des recommandations sur la durée des antibiotiques. S'il n'y a pas de complications, si l'infection évolue favorablement, on peut réduire cette durée. Et même dans ce guideline, ils ont tenu compte de cette durée d'antibiotiques de 5 jours chez les patients atteints de COVID-19 et présentant une suspicion d'infection bactérienne lorsque les signes et les symptômes évoluent favorablement et sans complications. Donc, dans ce cas, on peut réduire la durée de traitement antibiotique en 5 jours. Diapo. Donc, voilà les recommandations qui ont été établies sur la bonne pratique de l'utilisation de ces antibiotiques au cours de la pandémie. Et même, il faut savoir qu'au cours du Covid long, il n'y a pas de charge virale. La charge virale est indétectable. Il n'y a pas d'intérêt à mettre le patient sous antibiotiques. On a vu que les complications sont d'ordre multiviscéral. Il faut faire un traitement selon les symptômes qui sont présents au cours du Covid long et ne pas mettre le patient systématiquement sous antibiotiques parce qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre le patient sous antibiotiques. Et il faut savoir que en fait, nous avons, au tout début de la pandémie, nous ne savons pas encore ce que c'est vraiment cette maladie. Et donc, nous avons établi des recommandations et avec une utilisation très, très élevée des antibiotiques. Et c'est ce qui a augmenté la prévalence de la résistance aux antimicrobiens depuis cette pandémie. Ceci dit, il faut qu'on se corrobore sur la bonne utilisation de ces antibiotiques selon les directives et les recommandations. Et il faut insister sur la documentation bactériologique avant de mettre le patient sous antibiotiques. Donc, voilà ma présentation. C'est la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci, 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 merci beaucoup. On peut envoyer des signaux pour cette belle présentation. Merci beaucoup à Dr. Volatina pour vraiment toutes ces recommandations qui ont été faites sur la base d'études, des résultats d'études. Et comme elle le disait tantôt, nous avons eu des pratiques au début parce qu'on ne maîtrisait pas. Mais avec le temps, il y a eu des études et des recommandations ont été formulées. Et ces recommandations vont du plus faible niveau au plus fort niveau de l'utilisation.
Et donc, voici vraiment présenté et toutes ces recommandations. Et donc, on retient la nécessité de pouvoir documenter la présence bactériologique avant l'utilisation de tout antibiotique. En tout cas, merci beaucoup, docteur Volantena, pour ces recherches documentées et ces recommandations que vous mettez à notre disposition. Donc, chers participants, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser? C'est le lieu d'intervenir. Oui, allez-y. Oui, c'est le docteur Marc Bourmet depuis la RDC. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Elle était quand même riche. Nous apprécions vraiment les recommandations. J'ai deux préoccupations. La première est de savoir, en fait, je n'ai pas bien saisi quand vous étiez en train d'énumérer les recommandations, la cinquième et la neuvième, quand vous avez évoqué le test de détection de l'antigène urinaire. Je voulais savoir juste la corrélation avec le Covid long, vu que le Covid long affecte la voie respiratoire. Je ne sais pas s'il y a une corrélation ou bien quel serait l'impact direct dans la prise en charge, parce que vous avez insisté au cours des investigations de faire un test de détection de l'antigène urinaire. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde est de savoir, docteur, si vous pouvez nous orienter. Nous avons euh, affaire aux patients dans des milieux reculés de temps en temps. Et il y a des endroits où on a du mal vraiment à investiguer sur une infection bactérienne parce que vous avez insisté sur l'investigation approfondie avant d'introduire une antibiothérapie. Alors, je voudrais savoir quel serait le palier des antibiotiques, le premier antibiotique à utiliser au cas où on n'a pas un bon laboratoire ou bien des équipements adéquats pour les investigations. Merci beaucoup. Docteur Volantina, vous pouvez échanger. Votre micro est fermé. OK, c'est bon. Oui, vous m'entendez, docteur Kwasi? Oui, c'est Oui. bon, ça va. En fait, merci beaucoup pour les deux questions. En ce qui concerne l'antigène urinaire Legionella, hein, c'est le moyen de détection d'une pneumopathie à Legionella pneumophila. C'est vraiment le, le moyen de détection, c'est de faire un test urinaire. On ne peut pas faire l'expectoration pour détecter le, la pneumopathie à Legionella, mais c'est vraiment le test d'antigène urinaire pour détecter la pneumopathie à Legionella pneumophila. Pourquoi? Parce que le Legionella pneumophila va être détecté dans les urines que dans les expectorations. Et ensuite, il faut savoir que si vous allez faire des, des, des documentations bactériologiques via l'expectoration, il faut faire attention à l'interprétation parce que la bouche est un site très, très contaminé. Donc, il se peut que vous avez beaucoup de microbes. Vous ne pouvez pas trancher donc lequel de ces microbes est l'agent causal de votre infection. C'est pourquoi, précisément, si on veut détecter une pneumopathie à Legionella pneumophila, il faut faire une analyse d'urine pour détecter cette pneumopathie à Legionella pneumophila et faire la détection de l'antigène urinaire de Legionella. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Et merci beaucoup. En ce qui concerne, oui. En ce qui concerne la deuxième question, oui, je pense qu'on a tous les mêmes problèmes en Afrique, même nous en Madagascar aussi. Il y a des endroits où on ne peut pas faire les documentations bactériologiques. Il y a des laboratoires qui n'ont pas la capacité de faire des examens bactériologiques. Dans ce cas-là,
il faut qu'on évalue la clinique tout d'abord. Il faut toujours avoir des préjugements cliniques. Il faut voir comment est la couleur de l'expectoration, comment est la toux, est-ce que le patient est fébrile, est-ce que il y avait une aggravation des signes, est-ce que la toux commence à être très fréquente. Donc, il faut toujours juger les symptômes cliniques. Et il faut être conforme aux recommandations d'une pneumopathie aiguë communautaire, c'est-à-dire préférer les bêta-lactamines avant les macrolides. C'est ce que ça a été, je pense que j'ai mis ça sur mon diapositive, mais peut-être que je l'ai expliqué oralement. Avant les macrolides, il faut mettre sous bêta-lactamine. L'amoxicilline, selon les recommandations de l'OMS, reste toujours d'actualité. Il y a les bonnes pratiques d'antibiotiques selon l'OMS et la classification EOR, Access Watch Reserve. Donc, il faut préférer les antibiotiques de la classe Access, c'est-à-dire l'amoxicilline peut être en première intention. Et il faut toujours évaluer, n'oublie pas d'évaluer le patient. Il faut toujours faire revenir pour évaluer si votre antibiotique marche ou n'a pas marché. Mais on peut débuter par amoxicilline. Et ça a été recommandé dans les recommandations de l'OMS. Et je pense que toutes les directives locales, nationales, dans tous les pays, recommandent encore l'amoxicilline pour une pneumopathie sans gravité, sans complications. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Valentina. D'autres questions? Merci, Marc, pour tes questions. D'autres préoccupations, d'autres clarifications? On salue ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des bonnes pratiques par rapport à l'utilisation des antibiotiques. Donc, notre expert du jour a fini de faire la présentation. Nous sommes au moment des échanges, voilà, par rapport à comment utiliser les antibiotiques dans le cadre du traitement du long Covid. Voilà, elle a eu à dire dans sa présentation qu'au début, on ne maîtrisait pas la pathologie, le COVID-19, et donc on a utilisé de façon un peu abusive les antibiotiques. Et maintenant, sur la base des études, des données qui sont disponibles, il y a eu des recommandations qui ont été formulées. Voilà, donc la nécessité de pouvoir faire les examens avant de pouvoir mettre le patient sur antibiotiques. Et donc, il y avait une question par rapport aux zones, dans les zones où il n'y a pas de la technologie adéquate pour pouvoir faire l'examen. Elle vient de dire qu'il faut apprécier et commencer par le premier palier qui est l'amoxicilline avec les bêta-lactamines de la famille. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, un petit résumé. J'espère que j'ai été fidèle. L'expert, elle est toujours là pour pouvoir rectifier. Voilà. Fabrice Tatiana, je veux t'entendre parce qu'elle est pneumologue, donc elle nous enrichit de ses expériences. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à nous partager? Fabrice Tatiana, votre micro, je veux vous entendre, la belle voix. Fabrice Tatiana, votre micro, vous êtes là? Répondre Oui, pas, allez-y. docteur Kwasi, je suis désolée, je ne peux pas parce que je suis en pleine réunion, malheureusement. D'accord, on a entendu votre voix. Merci beaucoup. OK. D'autres interventions, d'autres préoccupations? C'est bon? Bon, c'est pour tout le monde. On va vous partager la présentation. Il y a toutes les recommandations à l'intérieur. Vous pourriez vous en servir, imprimer et garder ça affiché dans votre structure, comme le recommande toujours notre doyenne, Madame Dr. Geneviève Nekouissi. Voilà. Affichez les recommandations dans vos structures
pour pouvoir les appliquer. Bonjour à toi, grande sœur. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, merci pour votre considération. Bonne journée. Merci. Oui, Marc Bohémé, tu viens encore à la charge. Allons-y. Oui, oui, il y a une question qui vient de revenir parce que actuellement on est avec un centre médical, une ASBL qui traite sur la santé sexuelle et reproductive et on a eu à croiser les femmes enceintes la plupart des fois. Et je me pose une question, le Covid long chez une femme enceinte, il y a pas de recommandations appropriées aux femmes enceintes présentant les symptômes de Covid long? Docteur, je ne sais pas s'il y a une particularité, vu l'état de grossesse chez la femme enceinte. Merci. Merci beaucoup. Docteur Valentina, ton micro. Oui, merci beaucoup, Dr. Kouassi. Chez les femmes enceintes, donc il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut évaluer tout d'abord les signes. Quels sont les signes que les femmes enceintes montrent, tout en sachant que au cours du Covid long, la fatigue et les troubles cognitifs sont les signes les plus fréquents. C'est surtout la fatigue. Donc, comme traitement, euh, d'après les études qui ont été décrites, il y a pas de traitement encore spécifique, mais si le patient, la patiente se plaint de fatigue, vous pouvez donner des compléments adaptés à la femme enceinte, des compléments adaptés à la femme enceinte qui permettent de, d'améliorer ces symptômes de fatigue. Si ça a été décrit, en fait, il y a des études actuellement, des essais cliniques qui ont été euh, faits que la nicotinamide, le vitamine B3, est en cours de clinique pour démontrer en fait qu'on peut le faire au cours de traitement de Covid long. Mais il faut savoir, je ne sais pas chez les femmes enceintes, moi je ne suis pas gynéco, mais il faut donc voir ce qui est adapté, si le vitamine B3 est adapté ou pas, ou d'autres minéraux également. On peut donner ces compléments minéraux et vitaminés, multivitaminés, pour essayer d'améliorer les symptômes de fatigue. Et à part ça, tout dépend des symptômes. S'il y a des symptômes respiratoires, il faut voir dans ce sens. Et si les symptômes sont surtout d'ordre cardiologique, myocardite et tout ça, il faut, euh, il faut également évaluer chez un cardiologue, ce qui peut être un traitement efficace par rapport à ces symptômes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cet ajout. Euh, et vous avez parlé tout au début de complications multiviscérales qui expliquent beaucoup plus le Covid long. Vous avez dit que c'est dû à une persistance de la phase inflammatoire. En fait, c'est d'origine inflammatoire et pas d'origine virale le plus souvent. Alors, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas de il y a pas d'anti-inflammatoire à base de soit des corticoïdes ou bien, je ne sais pas, de ZAINS qu'il faut associer au traitement. Qu'est-ce qui est mieux entre les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens? Vu que l'origine, la cause est inflammatoire. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Oui, oui, merci beaucoup. En fait, dans les recommandations, ils n'ont pas encore évoqué l'intérêt de mettre sous corticoïdes ou des AINS parce que euh, au-delà de
ces états inflammatoires, il faut voir aussi que ce sont des... Le patient est en cours de convalescence, mais il y a une persistance des, des symptômes inflammatoires et une activation immunitaire, mais le patient est en cours de convalescence. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un intérêt à mettre des corticoïdes parce que les corticoïdes, c'est surtout réservé au cours de l'orage cytokinique, au cours de la phase aiguë, par exemple au cours de la forme sévère de COVID-19, là où on a mis sous dexaméthasone, tous les patients, la dexaméthasone a montré vraiment que ça diminue la mortalité des patients qui ont des formes sévères. Mais au cours du COVID long, ça n'a pas été démontré. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un intérêt, même s'il y a cette inflammation suite à une persistance, une activation immunitaire, des mastocytes et tout ça, le syndrome d'activation de ces mastocytes et du système immunitaire, c'est pas vraiment une orage cytokinique, auquel cas où on doit mettre le patient sous corticoïdes. Donc, je pense pas que ça a un intérêt. D'accord, docteur. D'accord. Merci Merci. beaucoup. Vous insistez sur l'investigation. On sera en train de le faire. En tout cas, on fera de notre mieux pour mettre en application les recommandations. Merci. Merci beaucoup. On envoie des signaux, on envoie tous des signaux à notre experte pour ce partage d'expérience. Merci à tous ceux qui ont interagi avec l'expert du jour, qui ont posé des questions dans le chat. Il y a une question dans le chat que j'ai pas bien compris. Peut-être je vais laisser la parole à la personne même de poser sa question. Docteur Babacar Ndiaye, est-ce que vous pouvez poser votre question? Hein, ça sera la dernière pour qu'on puisse mettre fin à cette séance. Je rappelle qu'on a mis le lien du feedback dans le chat, donc profitez pour répondre aux questions. Babacar Ndiaye, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez poser votre question que vous avez posée dans le chat? Ouvrez votre micro. Oui, allô, oui. Oui, allez-y pour Allô, votre oui. question. Oui, bonjour, merci Réana de votre présentation. Voilà, c'est une petite question par rapport aux recommandations 9 et 10. Voilà, je voudrais savoir son avis sur les immunodéfenses par rapport à l'influence antibiotique dans les zones humides, maritimes et fluviales-maritimes. Par exemple, comme Madagascar qui est une île. Est-ce qu'il a une idée sur ça? Voilà. Par rapport au changement climatique, et comme elle est pneumologue aussi, s'il peut faire des observations dans ce cadre. Voilà, merci. Docteur Valentina, c'est bon? Vous avez saisi? Oui. Oui, est-ce que je peux avoir beaucoup plus d'explications par rapport au changement climatique? Vous m'entendez? Oui, c'est-à-dire, Oui, je veux votre avis par rapport à vos recommandations numéro 9 et 10. Vous savez, avec le Covid long, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'inscriptions d'antibiotiques qui n'a pas beaucoup marché durant le Covid long. Maintenant, moi, je me trouve dans la zone humide maritime et fleuve-maritime qui a des influences parfois particulières. Est-ce que vous avez des observations? Parce qu'ici, on a beaucoup de fluctuations climatiques, la poussière, la zone maritime, la mousson, etc. Par rapport à Madagascar, qui est par exemple une île qui reçoit aussi ces influences de zones humides. C'est-à-dire, c'est ça que je veux parler. Est-ce que vous avez une idée dans ce sens? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je reviens dans les recos. Si on veut mettre le patient sous antibiotiques, quel que soit le changement climatique, quel que soit l'environnement du patient, il faut essayer tout d'abord de détecter s'il y a une co-infection bactérienne par
la clinique, l'évaluation de la clinique. Et si on a accès à des examens bactériologiques, on peut le faire. Mais quel que soit le changement climatique et l'environnement du patient, tous les patients ne vont pas développer les mêmes symptômes et les mêmes complications suite à cela. Parce qu'il y a les études qui ont été décrites, ça varie, c'est très, très variable. Ce n'est pas que systématiquement le patient peut avoir, suite à cette contamination de l'environnement, avoir systématiquement une infection bactérienne, une co-infection bactérienne. Donc, il faut toujours évaluer avant de mettre sous antibiotiques, quel que soit son environnement. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci. Monsieur Boubacar, c'est bon? Monsieur Boubacar? Merci. Ok, d'accord. Monsieur Opa, la dernière C'est bon, personne. merci. Merci bien, docteur Kouassi. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. Moi, je voulais juste poser une question concernant l'antibiothérapie probabiliste. Comment lutter ça dans nos hôpitaux? Puisque le plus souvent, on dit que non, c'est parce que le laboratoire ne peut pas faire l'antibiogramme. Mais par exemple, aujourd'hui, à Conakry ou bien à Abidjan, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir un laboratoire qui ne peut pas faire l'antibiogramme. D'autant plus qu'il y a des techniques aussi, des raccourcis aujourd'hui qui nous permettent de faire des antibiogrammes facilement pour savoir qu'est-ce qu'il faut prescrire. Et ensuite, deuxième, c'est une sous-question, comment lutter contre l'automédication pour contenir la rame? Voici un peu mes préoccupations. Je vous remercie. Oui, merci pour ces deux questions. Les antibiotiques, selon la première, c'est, si j'ai bien saisi, c'est par rapport au traitement antibiotique selon l'antibiogramme ou je n'ai pas très bien saisi la première question. On ne vous entend pas bien. Oui, Allô? Voilà, c'est bon. la première question, ce sont les antibiotiques par rapport à l'antibiogramme. C'est ça? Enfin, je crois que c'était ça, c'était Monsieur Opa. Oui, Je crois que voilà, c'était un avis par c'est rapport comment lutter contre l'antibiothérapie probabiliste. Vous savez, avant, il n'y avait pas assez d'examens pour savoir quel est le médicament approprié, quel est l'antibiotique approprié. Maintenant que, à peu près, presque dans tout, on peut dire au niveau national, au niveau régional, en tout cas chez nous en Guinée, on peut faire l'antibiogramme. Comment lutter contre cette pratique classique? C'est la première question. Et la deuxième question, comment lutter contre l'automédication au niveau de la population surtout? Voilà. Donc, les deux questions sont adressées à nous tous, hein. Donc, s'il y a des uns et des autres qui veulent partager, hein, donner quelques conseils avant que l'expert ne puisse donner les actions qui sont faites au niveau du Madagascar, hein, par rapport à ces deux problématiques. Voilà. Oui, docteur Kwasi, je pense que je vais me référer de ce que nous, à Madagascar, on fait tout d'abord. En fait, en ce qui concerne l'antibiogramme, hein, à Madagascar, nous, en tant que cliniciens, on essaye de documenter au tout début, tout d'abord, si le patient est gravement malade avec des signes de gravité, on met le patient sous traitement probabiliste. Et tout en envoyant les documentations bactériologiques en même temps. Et après, si on a le résultat de l'antibiogramme, on adapte le traitement antibiotique selon le résultat de l'antibiogramme que nous avons reçu après les examens bactériologiques. Donc, il faut toujours tenir compte. C'est une bonne pratique d'utilisation des antibiotiques. Ça doit tenir compte des résultats de l'antibiogramme. Donc, c'est dans ce sens, en fait. Mais si le patient
n'a pas des moyens, parce que ici, les patients doivent payer pour les examens bactériologiques. Et donc, si le patient n'a pas des moyens, on reste sur du probabiliste et on évalue. Il faut toujours essayer d'évaluer. Après, si les antibiotiques marchent, il faut évaluer la clinique au bout de 48-72 heures et évaluer la prescription des antibiotiques. Mais si on a de l'antibiogramme, on adapte la prescription selon l'antibiogramme. Et en ce qui concerne la vente illicite, l'automédication et la vente illicite des antibiotiques, ça aussi, c'est un gros problème ici chez nous. Et en fait, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de loi et de réglementation qui régissent ces ventes illicites de médicaments, parfois même l'accès aux antibiotiques dans les épiceries, au niveau des petites marchandises. On peut acheter ces antibiotiques au niveau de ces petites marchandises et épiceries. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un grand travail à faire en termes de régulation, de sanctions et de lois sur la distribution de ces antibiotiques. Donc, là, c'est encore... je n'ai pas à cacher cela, mais c'est encore un gros travail pour nous, hein, parce que derrière, il y a le marché noir de ces... Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut lutter et c'est encore tout un travail. C'est vraiment des lois qui doivent être modifiées par rapport à ces marchés noirs, en fait. Oui, merci beaucoup. Un véritable problème de santé publique avec beaucoup d'intérêts économiques. Voilà, merci beaucoup, Dr. Boulatina. Bon, dernier intervenant, Aboulaye Traoré. Merci pour cette brillante organisation et une communication de belle facture. Moi, je suis Aboulaye Traoré, je suis agrégé en maladies infectieuses. Bon, j'ai aussi été expert afro et du Hub de Dakar sur la prise en charge de Covid. Et donc, le sujet m'intéressait particulièrement en tant que praticien aussi. Je voulais donc profiter peut-être pour donner un ou deux points de vue. Je vais commencer par finalement la question de notre collègue guinéen. Il faudra donc revenir aux fondamentaux comme on l'a appris et qu'on continue à apprendre avec nos étudiants. Toute infection n'est pas forcément bactérienne. Donc, ça veut dire que devant chaque patient, c'est une situation particulière et cette situation particulière nécessite que vous ayez un interrogatoire policier pour avoir tous les arguments sur le plan épidémiologique. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est de bien examiner les malades finalement. Et ensuite, à la suite de cet examen, posez vos hypothèses. Et si vous retenez l'hypothèse d'une infection, est-il une infection bactérienne ou c'est une infection virale, fongique ou autre? Donc, c'est en faisant ces regroupements qu'on aboutit finalement à une infection. Et compte tenu de la porte d'entrée, il y a toujours des arguments épidémiologiques par rapport aux différents germes. Par exemple, pour une pneumopathie, on sait que les pneumopathies, si c'est une pneumopathie bactérienne, comme elle a dit dans sa présentation, nous visons très généralement Streptococcus pneumoniae. En première intention, vous avez les mycoplasmes. C'est pour cela que l'amoxicilline marche très bien sur ces bactéries et c'est lorsque au bout de 48 heures, vous avez une évaluation clinique qui montre qu'il n'y a pas une amélioration nette. En ce moment, vous visez donc un germe intracellulaire en associant donc les macrolides. Et cela est donc valable pour tous les pays et dans toutes les guidelines que les pays ont élaborées. Voilà. L'autre aspect, comme il a dit, la lutte contre
la vente illicite des médicaments. Donc, c'est vraiment une question large où il faut des mesures législatives, réglementaires, il faut sensibiliser. Et donc, c'est vraiment un ensemble d'actions qu'il faut mener. Et je voulais aussi juste donner mon point de vue par rapport à l'administration de la vitamine B3 et la dexaméthasone, par exemple, chez les femmes enceintes. Donc, pour la vitamine B3, ça, nous le savons, les gynécologues continuent à utiliser cette vitamine parce que ça réduit un peu le risque d'avortement chez les femmes enceintes. Maintenant, pour la dexaméthasone, comme elle a dit, il faut donc faire la part des choses. C'est une corticothérapie chez une femme enceinte, bien sûr. Il faut évaluer les risques et le pour. Donc, si vous jugez à la suite de cette évaluation qu'il faut sauver la vie de la femme parce que les corticostéroïdes sont utilisés pour les formes sévères, en ce moment, il faut donc faire cette évaluation. Mieux vaut en ce moment choisir de sauver la vie de la maman. Et dans ce contexte, ce qu'on peut craindre effectivement, c'est des retards de croissance chez l'enfant. Mais donc ça, c'est vraiment pour dire que c'est les derniers jours de la grossesse que cette question est posée. Il n'y a pas dans la littérature, il n'y a pas de données qui montrent que l'administration de la dexaméthasone avec tout ce que nous avons connu pendant le Covid, il n'y a pas de données qui montrent qu'il y a eu des retards de croissance et aussi des insuffisances surrénaliennes chez les enfants et chez les femmes. Donc, à ce titre, on continue à faire cette évaluation du pour et du contre et prendre la meilleure décision qu'il faut. Et donc, ça nécessite que ça soit devant chaque cas que cette décision soit prise. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai commencé en retard, mais bon, ça nous permet toujours de partager entre collègues du Sud et du Nord les différentes problématiques en santé. Merci et vraiment bonne continuation. Et voilà, pour les autres thématiques, je pense que dès que le temps me le permettra, je continuerai toujours à participer. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, professeur. On peut envoyer des signaux au professeur pour tous ces éléments additifs. Voilà, donc dans l'ensemble, on retient les mots évaluation, évaluer le patient, l'état du patient avant la prise de toute décision. Et aussi, le professeur vient de terminer par le B.A.B.A, la base que nous avons appris à la fac. Bien interroger, bien examiner. Ensuite, les examens, paraclinique et biologie, tout ça pour confirmer avant toute prise de décision. Voilà, s'il n'y a pas de technique pour faire les examens biologiques, il faut évaluer. Le mot évaluer vient encore. Évaluer les risques, apprécier avant toute prise de décision et toute administration d'antibiotiques. Voilà. Et donc, nous avons été heureux de partager avec vous cette session sur les antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques, les bonnes pratiques. Et cette session a été enregistrée. Nous avons partagé ça dans le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent réécouter. Vous allez réécouter. Nous allons également vous envoyer la présentation didactique de notre experte. Voilà, pour essayer de vous approprier cela. En tout cas, merci à tous ceux qui ont intervenu et qui ont enrichi cette séance. On va se donner rendez-vous avec notre experte, Dr. Volatiana, en décembre, le 11 décembre, cette fois-ci pour parler de la comorbidité COVID long diabète. Mais avant ça, on pourra vous recontacter pour la date en relation avec la thématique sur le choléra, parce que on va en parler, choléra ou mpox, on va en parler avant le 11 décembre. Donc, merci beaucoup à notre experte. On envoie des signaux. C'est depuis Paris qu'elle a intervenu, malgré les soucis de connexion technique. Elle a tout fait vraiment pour honorer de sa présence à cette session. En tout cas, merci à toi et puis bon séjour en France. Et voilà, reviens-nous très vite. Un coucou à notre bébé Echo, qui a grandi. Le bébé Echo. Voilà. OK, merci. Donc merci à toute la communauté et merci de prendre part au feedback. Et on se donne rendez-vous le 11 décembre pour la comorbidité COVID long diabète
et vous serez informés par rapport à la thématique sur le choléra. Merci et au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt.